Bonsoir à tous, bienvenue dans Vital, votre magazine santé. Merci d'être avec nous ce lundi. On va parler de ménopause, de cette période inévitable dans la vie des femmes. Et pour en parler, on reçoit sur ce plateau deux expertes. Merci d'être avec nous. Anne Firquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gynécologue. Merci d'être avec nous. On va essayer de répondre ensemble aux questions des téléspectateurs. Et Elisabeth Heus, merci d'être aussi de la partie ce soir. Vous êtes rhumatologue et vous travaillez aussi au centre de la ménopause. On va expliquer en détail ce qu'est le centre de la ménopause. Et on peut commencer par ça avant de parler des questions que les téléspectateurs nous ont envoyées. Anne, le centre de la ménopause, c'est quoi? Ça fonctionne comment et à quoi ça sert? C'est un centre qui a été créé il y a 25 ans, donc on fête le 25e anniversaire cette année, par le professeur Axel Pintio, qui était gynécologue, qui est toujours gynécologue dans le service de la Citadelle, du professeur Fouadard à l'époque, et qui a en fait finalement répondu à une demande de patientes pour une prise en charge un petit peu globale, un petit peu holistique comme ça de la femme au moment de son entrée en ménopause. Et donc elle a eu l'excellente idée, je vais dire, de réunir comme ça plusieurs spécialités tournées et centrées autour de la ménopause. Bien sûr, les gynécologues, ça c'était évident. Et puis ensuite, les scénologues pour le dépistage au niveau du sein et des mammographies. Était assez évident aussi qu'il fallait discuter de l'os et de l'ostéoporose, qui est une pathologie liée à la ménopause. Et donc les rhumatologues étaient importants sur cette équipe-là. Alors Elisabeth, elle est rhumatologue. Oui. Vous êtes rhumatologue, oui, tout à fait. Au centre de la ménopause. Justement, vous le disiez, gynécologue, rhumatologue, on fait des mammographies, on travaille la psychologie des femmes qui viennent vous voir aussi, physiothérapie, sexologue. Oui. C'est multidisciplinaire. C'est tout à fait multidisciplinaire. Une vraie équipe. Ah oui, tout à fait. On prend en charge les femmes à cette période de la vie. Et je dirais qu'on est un service fusion CHU Citadelle depuis 25 ans. On n'a pas besoin, on n'a pas dû attendre les décisions politiques pour s'unir et travailler ensemble avec harmonie depuis toujours. On s'entend très bien. Depuis 1998, ce centre, il fonctionne. Il reçoit justement ces femmes dans cette période de leur vie. Tout à fait. Et donc ça nous permet en tant que rhumatologue de dépister l'ostéoporose et en tout cas, je vais dire, au moment de la ménopause, de déterminer quel est son capital osseux. Moi, je parle en tant que rhumatologue, évidemment, mais de déterminer si on a des risques de développer une ostéoporose ou pas. Et puis, de toute façon, on assurera le suivi puisqu'on ne fait pas qu'une seule visite une fois dans sa vie, mais on va refaire une visite régulièrement pour voir comment les choses évoluent, parce que le sein, au niveau gynéco, c'est la même chose. On vient une première fois faire un bilan, et si un suivi est nécessaire, on revient tant qu'il faut. Et on revient, si tout va relativement bien, c'est tous les 2 ans. S'il faut revenir plus vite pour l'un ou l'autre examen, on le fera aussi, évidemment. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Anne, est-ce qu'on s'est rappelé ce que c'est la ménopause en termes techniques, finalement? La ménopause, c'est une période de la vie qu'on pourrait presque être l'inverse d'une puberté, au fond, parce que c'est quand même l'arrêt du fonctionnement des ovaires, pour faire simple. Et donc, à partir du moment où les ovaires ne travaillent plus, en tout cas la fonction endocrinologique, donc vraiment les hormones, eh bien voilà, le corps de la femme doit fonctionner sans ces 2 hormones principales qui sont les œstrogènes et la progestérone. Et donc, s'ensuit toute une série de conséquences au niveau d'un des symptômes principaux qui est finalement le syndrome qu'on appelle climatérique, c'est-à-dire les bouffées de chaleur, les sudations nocturnes. Donc beaucoup d'inconfort pour la vie de la femme, pour son quotidien même. Ensuite, on peut avoir donc à plus long terme des difficultés au niveau du périnée, par exemple, avec des difficultés de relâchement périnéal, de fuite urinaire, ce genre de choses qui peuvent arriver également, de sécheresse de peau, de sécheresse vaginale. À vous entendre, c'est jamais une bonne nouvelle. Hein. Mais c'est pas toujours... c'est à nous vraiment de remotiver les patientes et de leur donner vraiment des solutions et d'essayer de passer ces caps-là au mieux pour vivre sa vie de la meilleure manière avec ces inconvénients qui se passent. Et il y a vraiment tout à fait moyen de passer. On a vraiment beaucoup de solutions. Pendant ces 30 minutes, de voir comment vivre au mieux cette période qui est inévitable. Est-ce que vous avez parfois des femmes qui sont contentes d'être ménopausées?
Mais ça peut solutionner quelques problèmes de la vie d'avant la ménopause, à savoir des dysménorrhées, donc des douleurs de règles, qui sont quand même le quotidien de beaucoup de femmes. Et donc, bien évidemment, en arrêtant ce problème-là, les patientes sont vraiment soulagées. On pense à l'endométriose, qui est quand même une pathologie fort mise maintenant en évidence et qui sont des douleurs insurmontables du cycle. Donc, ça solutionne vraiment ça. On solutionne également le problème de la contraception. Là, les patientes n'ont plus du tout besoin de se protéger, d'avoir cette oui, c'est ça, ce problème, cette charge mentale en plus du reste. Ne plus avoir ses règles. Et ne plus avoir ses règles, voilà. Finalement, on peut être un fardeau pour nombre de femmes au final. C'est ça. Donc il y a quand même quelques avantages. Il y a quelques avantages. Voilà, bon, on va rentrer dans le vif du sujet avec la première question. Quel est l'âge moyen de la ménopause? Une question qui a été posée par Paula, mais que beaucoup se posent. Et comment percevoir les signes annonciateurs de celle-ci? La moyenne belge est plus ou moins de 52 ans. Donc, des dames sont ménopausées parfois à 50, d'autres à 54. Certaines patientes démarrent ce qu'on appelle une périménopause avant, donc à partir de 40-45 ans, avec des cycles très irréguliers ou déjà des difficultés de bouffée de chaleur. Alors, la prévention, oui, il faut être attentif à ces signes-là pour pouvoir quand même réagir assez vite et faire finalement un bilan hormonal, donc qui est une prise de sang pour pouvoir évaluer la réserve et voir un petit peu où on en est au niveau de sa pré ou de sa ménopause. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas un âge type. Il y a des patientes ménopausées très jeunes qu'il faut également prendre en charge et ne pas laisser et ne pas banaliser, puisqu'il faut quand même bien comprendre que les œstrogènes dont on est privé à la ménopause ont un grand rôle de protection cardiaque. Donc on sait que le taux d'infarctus de la femme va probablement atteindre celui de l'homme une fois qu'elle est ménopausée, parce que ces œstrogènes la protègent. Donc c'est intéressant, si les dames sont privées d'hormones jeunes, donc sont ménopausées de façon précoce, de bien les prendre en charge afin de leur proposer une substitution hormonale. Question un peu naïve, est-ce qu'il y a moyen de passer à côté de sa ménopause sans s'en rendre compte? Presque. Les patientes qui ont par exemple un stérilet hormonal n'ont pas de règles et donc elles ne se rendent pas toujours compte qu'elles ont une absence de règles, puisque la ménopause, on parlait de la définition, mais finalement c'est l'absence de règles pendant 1 an. Après 1 an, voilà, on est ménopausé, mais si on a ces fameux stérilets hormonaux donc qui privent de règles et qu'on n'a aucun symptôme, on peut tout à fait arriver avec on peut faire un bilan sanguin, où le médecin généraliste fait un bilan sanguin et on tombe entre guillemets sur une ménopause, mais la patiente dit ah bon, tant mieux, elle n'a eu aucun symptôme, mais c'est quand même plus rare. Oui, on peut dire que c'est quand même un peu plus rare. Et est-ce qu'il y a une durée à la ménopause? Voilà, l'absence de règles pendant 1 an. Une fois que cette période-là est passée, alors on est ménopausé et là, voilà, ça ne refait en général pas demi-tour et on peut de temps en temps avoir des petites pertes de sang, mais la fonction hormonale est vraiment terminée, on est ménopausé après 1 an d'arrêt des règles. Fatima demandait, est-ce que la ménopause est compliquée et prend du temps chez toutes les femmes? Compliquée, justement, on essaie de dire que c'est au cas par cas. Oui, c'est vraiment du cas par cas. Est-ce que toutes les femmes sont égales par rapport à la ménopause, justement? Non, vraiment, certaines patientes vont passer le cap sans aucun problème, n'auront jamais besoin de la moindre substitution hormonale. C'est vraiment du cas par cas. Et je ne sais pas dire 50-50, certainement pas, mais bon, la plupart des patientes ont quand même des ressentis qui peuvent être quand même plutôt exprimées que celles qui n'ont rien du tout. Maintenant, au niveau aussi, tendinopathie, arthropathie, il y a quand même des symptômes aussi articulaires. Les arthroses qui peuvent apparaître, les arthroses dites d'Eberden, notamment les arthroses des mains, qui viennent vraiment après la ménopause. Donc ça, c'est vraiment avec des petits nodules au niveau des articulations distales. Ça, c'est assez fréquent. Ça survient. Alors, c'est une arthrose qui est familiale, mais qui se révèle à la ménopause. Donc, c'est souvent après la ménopause qu'apparaît l'arthrose d'Eberden. Donc, ça se ressent, c'est vu. À l'inverse, je dirais, de l'ostéoporose, qui est une maladie silencieuse, d'où l'intérêt de faire un bilan au centre, même si on n'a pas eu de symptômes, de troubles climatériques, etc. On va très bien. Il peut arriver qu'on fasse un examen, qu'on fasse un bilan et tomber sur déjà un os qui est fragile, ce qui est la définition de l'ostéoporose. C'est un peu le plus du centre, dans le sens où les femmes vont aller chez le sénologue, elles vont aller chez leur gynécologue, mais faire un bilan osseux, ça, on ne fait pas, quoi.
si on n'est pas conseillé, on n'y pense pas spécialement. C'est pas quelque chose qui est dans la général, voilà, on n'en fait pas. Maintenant, on essaye de plus en plus de favoriser les examens, surtout lorsque l'on voit des petits tassements sur d'autres radiographies ou scanners, etc. Là, c'est ce qu'on appelle le dépistage opportuniste de l'ostéoporose, ce qui est un peu en vogue à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui ont déjà des petits tassements vertébraux, mais ça outrepasse la ménopause. Mais je vais dire, c'est vrai qu'on doit beaucoup plus dépister l'ostéoporose qu'on ne le fait à l'heure actuelle en Belgique. Et donc, c'est l'occasion, dans le cadre du centre de la ménopause, de le faire. Mais vous parlez de dépistage, pas de prévention. Alors, ça parce que bien sûr... Alors, ça existe, la prévention ostéoporose. Alors, il y a quand même une certaine prévention à faire, oui, parce que il va de soi que l'ostéoporose, c'est lié à des facteurs génétiques, mais pas que. Il y a aussi l'acquisition du capital osseux se fait durant la croissance, et un enfant qui mange bien, qui mange quand même beaucoup de produits laitiers, parce que le lait... Ça, on va peut-être en parler après, mais le lait qui est très controversé, mais apporte des protéines de haute qualité, avec la leucine notamment qui intervient très fort et très importante dans la croissance osseuse. Donc c'est important de manger. Alors voilà, on a des conseils. On donne des conseils. Voilà, on a des conseils d'alimentation. En tout cas, des produits laitiers, surtout des produits laitiers fermentés, sont vraiment très importants. Alors durant la croissance, mais après également. Et puis alors l'exercice physique, on insiste là-dessus aussi. Donc tout ça intervient pour acquérir un capital osseux le meilleur possible à partir de la ménopause. Et puis alors après, on sait bien qu'on va quand même risquer de le perdre. On va le perdre. Généralement, ça ne va pas crescendo. Hein. Voilà. Mais par contre, on a des médicaments pour refaire de l'os. Donc ça existe aussi maintenant. Oui, donc voilà. Alors on a des conseils alimentaires. Oui, on a plein de bonnes nouvelles, ça c'est sûr. Il y a des conseils alimentaires pour ne pas perdre trop vite sa masse osseuse. Et puis on a les conseils d'exercice physique pour également stimuler l'os à la construction de osseuse. Et puis alors, si on voit qu'on a trop peu de masse osseuse, on a des traitements dits reminéralisateurs pour refaire de la masse osseuse. Donc il y a plein de pistes dont on doit tenir compte. Oui, tout à fait. Merci. De rien. Alors, la question que tout le monde se pose, forcément, Irène, j'imagine que beaucoup de femmes se posent cette question, quel est le meilleur traitement hormonal substitutif? Est-ce conseillé? Conseiller, voilà, tout est une question de symptômes et de ce qui va être positif ou pas pour la patiente. C'est évident qu'on essaye d'être le plus proche possible de ce que notre ovaire nous donnait avant de s'arrêter de nous le donner. Donc ces deux fameuses hormones, donc l'œstradiol et la progestérone, et on essaye d'être vraiment complet en rendant ces deux hormones. Et maintenant, depuis des grandes études qui avaient eu lieu dans les années 90, WHI, qui avait fait vraiment fort peur en exprimant des données un petit peu tracassantes par rapport au risque de cancer du sein, au risque cardiovasculaire, on a énormément recentré les traitements hormonaux sur des molécules beaucoup plus proches des nôtres, et donc on a un panel de traitements hormonaux substitutifs qu'on peut proposer aux patientes, que ce soit par voie orale, par voie transcutanée, par patch, et on essaie de faire vraiment la solution la plus adaptée possible à la patiente. Donc c'est vrai que immédiatement, tout ce qui est bouffée de chaleur, sudation nocturne et donc qualité de sommeil améliorée. Donc, quand on a des meilleures nuits, on a des meilleures journées au niveau irritabilité, humeur. On a quand même vraiment des patientes qui s'en trouvent extrêmement soulagées et vraiment changent leur vie. Franchement. Donc, ces patientes-là sont vraiment très dépendantes du traitement hormonal pour leur fonctionnement. Il faut quand même savoir que si on reste ménopausée aux alentours de 50-52 ans, on reste au boulot jusqu'à 65, 67 presque en Belgique. Il s'agit de vivre cette période du mieux possible, évidemment, je pense, complètement. de mettre toutes les chances de son côté pour voilà. qu'elle ne soit pas trop désagréable. On a vraiment une fenêtre d'opportunité pour les 30 années prochaine, une fois qu'on est ménopausée, d'avoir finalement une belle façon de vieillir. Exactement. Maintenant, je ne veux pas stigmatiser les patientes qui font le choix de ne pas prendre d'hormones ou qui n'ont pas besoin d'hormones. Ces dames-là ne vont pas spécialement mal vieillir pour la cause, mais voilà. On n'oblige jamais personne. On n'oblige bien sûr jamais personne. On respecte tout à fait ça. On est dans un centre universitaire et donc moi, voilà. on n'a aucun lobby de firme ou du quoi tout. que ce soit. C'est vraiment du cas par cas et
Et d'ailleurs, les traitements, oui, et quand bien même on a de l'ostéoporose, je veux dire, s'il y a le choix de ne pas prendre un traitement hormonal, on a des médicaments pour refaire de la masse osseuse sans traitement hormonal. Donc ça, idem pour le traitement de la ménopause. Là, exactement, tu as d'autres traitements pour les symptômes peuvent être aidés par des plantes, par de la phyto. On est vraiment à l'écoute et on essaye de suivre la demande de la femme. Alors, une question qui va dans ce sens, évidemment, qui nous arrive à l'instant. Anne-Françoise, parfois ne vaut-il pas mieux passer à un THS lorsque les aspects négatifs sont très présents, même si certaines voix crient au haro? C'est ce que vous disiez. Oui, il y a encore une espèce de mythe et barrière du traitement hormonal de substitution où finalement les patientes restent avec des idées comme ça très, pas archaïques, mais en tout cas créées probablement par ces anciennes études. Et ça date de quand justement les années 90. Oui, les années 90. Et là, beaucoup de femmes se sont dit, tant pis, même si j'en ai besoin, j'évite et je ne prendrai pas dans... Oui, certaines patientes restent complètement bloquées par ça et restent vraiment... elles ont peur en fait et on ne leur explique pas assez quand même. En termes de santé publique, qu'est-ce qui a été prouvé en matière d'aspect négatif? On ne donnait pas les bons œstrogènes dans ces études-là. À l'époque surtout. À l'époque et que maintenant voilà, on est... des œstrogènes équins. Oui, c'est des œstrogènes à base d'urine de jument. Non, plus du tout. Plus du tout. En tout cas en Europe. Il y a l'école américaine, mais nous en Europe, l'école française et scandinave, on ne donne plus jamais ce genre de traitement. On travaille avec des molécules très balisées et donc oui, je pense que certaines patientes restent très craintives, elles ont peur du risque de cancer, elles ont peur de... Elles lisent peut-être normal au final, mais... des magazines où il y a quand même pas mal de grands titres. J'ai pris des hormones, mes hormones m'ont donné un cancer. C'est un peu dommage parce qu'il y a une certaine littérature qui fait peut-être un petit peu la mauvaise presse au traitement hormonal. Ça reste. Oui. Et donc, nous, on essaie de déconstruire ça pour vraiment essayer de proposer à ces patientes une vraie solution. Parfait, merci. Anne-Françoise, je vous remercie d'ailleurs pour vos paroles bienveillantes et déculpabilisantes. Alors, une question par rapport à la contraception, parce que vous venez de l'aborder. Florence demande, est-ce que le fait d'avoir pris une contraception chimique toute sa vie va influencer le vécu de la ménopause? J'ai envie de dire que ça va permettre de bien passer le cap de cette périménopause, puisque les patientes auront déjà un traitement par les œstrogènes. Ce ne seront pas les mêmes en général que ceux qu'on donne en ménopause, mais elles vont peut-être mieux passer le cap que celles qui ne prennent rien du tout, qui sont en cycle spontané ou qui sont porteuses d'un stérilet, puisque là, le cycle travaille normalement, et donc la carence en hormones va se sentir plus fort que celles qui prennent déjà des pilules. Donc, pour celles qui sont sous contraception, vous conseillez de la continuer le plus possible. Alors, attention, parce que toutes les contraceptions ne se valent pas et toutes les pilules ne sont pas les mêmes. Vous savez qu'il y a eu aussi toute une série d'informations concernant les générations des pilules, avec des pilules de deuxième génération moins thrombotiques que les troisième génération. Donc, on a eu tout un éclairage aussi public sur la contraception orale et à juste titre, puisque toutes les pilules ne sont pas bonnes à garder très tard dans la vie, puisque elles accentuent quand même le risque thrombotique. Et au-delà de 40 ans, eh bien, on a l'âge de ces artères, c'est pas bien vieux, mais c'est déjà trop vieux pour avoir parfois un certain type de pilules agressives. Donc, au message... Attention de garder des pilules trop longtemps, il faut des pilules sans œstrogène ou des pilules qui ont un œstrogène beaucoup plus naturel, dites de troisième ou de quatrième génération. C'est un petit peu à discuter ça avec son gynécologue pour ne pas rester trop tard avec des pilules dangereuses qui vont finalement continuer à donner des règles artificielles et donc peut-être un peu se méprendre sur où on en est au niveau de sa ménopause finalement. Mais en courant alors là un risque avec des pilules non adaptées. C'est ça. Mais aux alentours de la cinquantaine, ce n'est pas mal d'être sous pilule quand même. Ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles, vraiment. Et il vaut mieux avoir à ce moment-là peut-être un arrêt de cette pilule accompagné bien sûr par sa gynécologue, son gynécologue, pour pouvoir faire après une prise de sang 2 mois, 1 mois après cet arrêt de pilule, pour faire peut-être un bilan hormonal et voir où on en est et si on doit shifter entre guillemets vers un traitement hormonal de substitution ou rien du tout si la patiente n'est pas symptomatique. Donc ça c'est important. Alors évidemment, une question que les femmes qui ne sont pas encore ménopausées se posent, c'est quand est-ce que ça va me tomber dessus? Quand est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'il y a des indices pour savoir quand ça arrive ou ça prévient sans crier gare?
Alors, il y a Ça peut-être débarque aussi sans crier, une là. information, l'âge maternel peut-être familial. Il y a des familles où les femmes sont ménopausées, voilà, plus jeunes ou plus tard. L'âge peut-être de sa maman, hein, parfois. Si ma maman était ménopausée à 57 ans, on sait alors peut-être que l'âge de la ménopause va être un peu plus tardif. Mais sinon, non, je pense que c'est aux alentours de 50 ans qu'il faut se poser la question. Quand on a des cycles un petit peu plus irréguliers, c'est des signes d'appel. Les cycles irréguliers sont des signes d'appel, mais on peut malheureusement avoir des cycles irréguliers parfois pour d'autres causes, et donc pas toujours être non plus vers la voie d'une ménopause. Donc je pense qu'il faut rester dans cette idée de l'âge aux alentours du début de la cinquantaine. C'est la tape. Alors Elisabeth, au centre de la ménopause, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer concrètement, dans les faits, quand on vient pour la première fois, comment ça se passe, cette expérience-là au centre de la ménopause? On est accueillis d'abord par une équipe infirmière très sympathique qui vous montre le vestiaire et alors vous allez être en peignoir pendant 2-3 heures, le temps de faire tous les examens. Comme ça, il n'y a pas besoin de se déshabiller. Il y a moyen de faire tous ces examens sur la même journée? Alors, on fait ça sur une matinée, sur 3-4 heures. Quoi. On fait le tout. Et donc, on va faire les différents examens. Alors, il n'y a pas un ordre précis. On va, pendant qu'une patiente va chez la gynécologue, l'autre va faire sa densité, la troisième va faire sa mammographie, etc. Et elle tourne, et chacun, mais au bout de la matinée, si c'est une matinée, au bout de la matinée, tout le monde aura fait tous les examens, elle sera passée partout et aura eu donc les conseils de chacun, avec ses traitements, je vais dire, sortira avec tout son bilan, quoi. Voilà. Il faut aussi insister sur le fait qu'elles ont une prise de sang complète qu'elles font avant de venir au centre et qu'on peut analyser. Bien sûr, tous les résultats sont envoyés à leur médecin généraliste, donc il y a une collaboration vraiment avec le médecin traitant de la patiente. On insiste aussi sur le bilan du périnée, ça qui est important et parfois pas toujours connu, mais qui peut donner beaucoup d'informations sur un relâchement périnéal ou c'est quelque chose à surveiller. Oui, quelque chose à surveiller, peut-être, en tout cas à mettre au point conseils dans les exercices physiques à dans les exercices. Il ne faut pas faire n'importe quoi, justement, au risque de favoriser une descente mal que de bien, au final. C'est un bilan qui nous aide beaucoup. En fait, à vous entendre, c'est un moment où on peut faire le point, parler de tous ces problèmes, en fait, pour bien vivre les décennies à venir. Oui, complètement. Et donc on remet un peu les choses sur la table, on regarde où on en est et quels sont les domaines peut-être où on doit travailler ou être peut-être plus attentif. Les exercices donc on fait le point finalement. Est-ce qu'on doit réorienter le temps de faire quand on travaille ou qu'on a une vie très active, faire réorienter son alimentation pour la suite, quoi. Et comme Diane, la prise de sang nous aide aussi beaucoup parce qu'on va détecter des hypercholestérolémies, des hypothyroïdies ou une hyperthyroïdie. On va détecter, je veux dire, parfois des troubles de glycémie, des troubles de glycémie, quand même, parfois également des problèmes hématologiques. Hein. On tombe régulièrement sur des petits problèmes, voilà. Est-ce qu'il y a des conseils alimentaires à avoir à cette période de la vie? Est-ce qu'il y a des choses à faire ou à changer, en tout cas, quand on arrive à cette période? On peut, oui, très clairement. Et nous avons également dans le centre une diététicienne qui est là aussi pour nous aider. Et quand la patiente le souhaite, elle peut la rencontrer. Et les grands conseils, hormis l'exercice physique, qui est vraiment un point très important qu'on essaye vraiment de remettre au centre, qui va finalement diminuer presque 25% des bouffées de chaleur, par exemple, diminuer le risque cardiovasculaire, diminuer le risque de cancer du sein. Donc l'exercice physique est vraiment au centre de ce qu'on donne comme conseil aux patientes. Mais par rapport à la prise de poids ou au régime alimentaire, il faut vraiment expliquer à la patiente qu'avec l'âge et donc la ménopause, le pancréas ralentit un petit peu, la résistance d'insuline s'installe. Et quand on mange du sucre, eh bien, on a tendance à moins bien l'utiliser en énergie que plus jeune et à finalement le stocker un petit peu plus sous forme de graisse abdominale au niveau du ventre. Et donc ça, si on comprend bien que moins de sucre et de l'exercice physique, on est déjà dans une bonne dynamique que les patientes ne vont peut-être pas spécialement comprendre avant qu'on leur explique. Elles vont peut-être partir sur des régimes très restrictifs, etc. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment diminuer le sucre au maximum. On avait une question par rapport à cela de Jeannette. Comment ne pas prendre de la graisse abdominale à la ménopause? Voilà, c'est celle-là. Voilà, pas de sucre, le moindre sucre possible. Moins de sucre, pas trop de graisse, pas d'alcool non plus, le moins d'alcool possible, parce que ne pas boire tous les jours, il y a quand même
des personnes qui ont tendance comme ça à boire un verre de vin chaque jour, ce qui n'est quand même pas bon. Oui. Et certes, donc, voilà. et alors tout en, ouais. oui voilà, et tout en veillant à ne pas apporter tout ça, continuer à apporter suffisamment de calcium. Je reviens à moi avec mon os, mais parce que c'est important. Donc, il faut produits laitiers et alors, si pas le, si c'est produits pas le cas, laitiers fermentés. Oui. Et si c'est pas le cas, oui, il y a des solutions. Vous l'avez dit. Des suppléments, retravailler la densité osseuse. Alors, oui, il y a des suppléments en calcium et en vitamine D à donner. Et puis, alors, il y a des médicaments. Quand on a une ostéoporose, il y a des médicaments pour refaire de la masse osseuse. Donc ça, et ce qui est vitamine D, c'est pas toute sa vie qu'il faut prendre de la vitamine D? Alors, dans l'enfance, on conseille de prendre de la vitamine D, effectivement. Alors, normalement, des jeunes qui sont quand même souvent dehors, dans l'adolescence, etc., s'ils sont quand même régulièrement dehors, normalement, le taux de vitamine D doit quand même être normal. Vraiment, c'est à la ménopause, on insiste très fort pour avoir un taux de vitamine D suffisant, parce que la vitamine D, elle permet l'absorption du calcium et la fixation du calcium au niveau de l'os. Donc, c'est important d'avoir un bon taux à ce moment-là et d'avoir, comme je le disais, 1 gramme à 1,5 gramme de calcium par jour, ce qui équivaut en quantité plus ou moins au niveau alimentaire, ce serait 1 litre de lait par jour. C'est impossible. Mais attention, je dis ça équivaut, mais en fromage, yaourt, légumes. Voilà. Et les légumes comme les carottes, les choux, les brocolis, tout ça, ça contient quand même beaucoup de calcium aussi. Donc voilà, c'est pas que... Mais alors, il faut quand même se dire que 3 produits laitiers fermentés par jour, ça c'est un minimum. Par exemple. Donc, et ça, on veille à ça et on donne des conseils alimentaires, donc tout en évitant graisse, sucre, quand même prendre des produits laitiers maigres, fermentés, c'est très bien parce que la biodisponibilité est meilleure dans le cadre des produits fermentés. Une remarque de Véro qui explique qu'au centre de la ménopause, c'est un cocon où on sort avec toutes les infos dont on a besoin en une demi-journée. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est super gentil. Oui, voilà. C'est des compliments et il faut les prendre. Est-ce que vous pensez qu'au final, c'est peut-être un manque d'informations aussi qui font que parfois on ne sait pas quoi faire forcément quand on n'est pas dans le domaine médical. Voilà, ça nous tombe dessus et si on n'est pas informé, ça peut être un problème. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'on essaye d'être complet. Et alors on se parle, bien évidemment, on s'appelle s'il y a un problème au niveau du sein, s'il y a un problème au niveau de l'os, on travaille ensemble. On se téléphone. Oui, on est vraiment. C'est un travail une vraie d'équipe. plurie. C'est une vraie. On a aussi notre psychologue, sexologue dans le centre qui est très importante pour nous parce que certaines patientes sont vraiment en demande d'une écoute par rapport aux difficultés dans le couple, quand le désir sexuel ou la libido diminue, quand les sécheresses vaginales s'installent, ça peut être une problématique qui est parfois difficile à soulever pour les patientes. Et là, on essaye de leur permettre d'en parler et notre sexologue peut aussi les aider à trouver des pistes et quelques solutions dans ces cas-là. Donc cette équipe est complète. Tous les examens ne sont pas obligatoires. Il y a vraiment ce centre de dépistage des 4 examens principaux, mais donc en satellite, on peut proposer encore d'autres Alors, on a aides. justement une question de Stéphanie qui demande si la libido baisse automatiquement. Non, pas chez toutes les patientes. Maintenant, encore une fois, puisque ces hormones chutent et qu'on n'a plus cette production hormonale. La testostérone est une hormone importante pour nous les femmes au niveau libido. Et elle est également produite au niveau de l'ovaire. Et donc, ça nous arrive aussi de devoir parfois supplémenter aussi avec cette testostérone. Et ça a donc un effet sur la libido. Ça peut aider, oui. Ça peut vraiment redonner un petit peu de feu, on va dire, de peps aux patientes qui se sentent vraiment... Bon, d'abord, bien sûr, les aider à mieux dormir, à être plus en forme, moins irritables. Et donc, elles vont probablement avoir une vie intime qui va s'en trouver un petit peu impactée. Donc, il y a vraiment toute une prise en charge, mais on peut aider de manière un petit peu hormonale aussi. Chez certaines patientes, c'est possible.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a à chaque problème une solution ou une tentative de solution à vous entendre? Malheureusement, oui, on essaye d'en trouver. Malheureusement, il reste des patientes qui ne peuvent pas bénéficier d'un traitement hormonal parce qu'elles ont des contre-indications très sérieuses, comme des antécédents thrombotiques ou des problèmes de cancer du sein. Ces patientes ne peuvent pas recevoir Quel est le pourcentage de ces patientes qui ne peuvent pas... Pourcentage, plus ou moins à la je dirais louche. 5 à 10%, peut-être 5%, 5 à 10%. Plus de gens qui n'en prennent pas, mais par choix. Ah oui, je parle vraiment Oui, là de la c'est ça, contre-indication. On essaie alors d'aider par des traitements locaux. Nous avons aussi la chance à la Citadelle, donc sur le site du Laveu où se trouve le centre de ménopause, d'avoir un laser qui est un système qui peut nous aider aussi pour tout ce qui est sécheresse vaginale, difficultés urinaires. C'est une sonde vaginale qui permet d'avoir une aide vraiment en termes de trophicité pour ces patientes. Et donc ça, c'est un réel atout qu'on peut également proposer aux patientes qui souffrent d'atrophie vaginale quand elles sont trop avancées comme ça dans cette carence hormonale et qu'on ne sait plus les aider localement, eh bien ce laser peut aussi nous aider. Donc ça, c'est assez récent et on est fort content de... Carence hormonale qui est même augmentée quand on a des traitements dans le cancer du sein, etc. Oui, bien sûr, des anti-hormones qu'on prend pendant le cancer du sein donnent des grosses difficultés vulvo-vaginales. Absolument. Ça aggrave encore les problèmes. Oui, tout à fait. Sur lequel il y a quand même moyen d'agir de diverses manières. De diverses manières, oui. En tout cas, c'est ça qu'on va essayer de retenir. Dans les faits, notre émission va bientôt toucher à sa fin. Donc, on rappelle l'existence de ce centre de la ménopause qui est fréquenté déjà par plus ou moins 70 personnes par semaine. Donc, ça fait beaucoup de femmes qui viennent voir tous les ans. Oui, on est donc le seul centre en Belgique. Finalement, on a su... c'est une... Voilà, c'est difficile à maintenir puisqu'il faut plusieurs spécialistes en même temps, disponibles, etc. Donc, c'est pas si simple, mais voilà, c'est une équipe motivée avec une super on y arrive depuis 25 ans. On y arrive depuis 25 ans et voilà, on a quand même beaucoup de demandes. Et c'est vrai que le délai des rendez-vous est assez malheureusement long. Voilà, vous disiez 4 à 6 mois. Entre 4 et 6 mois, oui, voilà. C'est long, en effet. Mais une fois qu'on essaie de la prévention. Il y a un suivi qui s'instaure tous les 2 ans. On propose, voilà. Maintenant, on n'est pas là non plus pour... en tout cas, détourner des patientes de leur gynéco, c'est pas du tout ça l'idée. Elles peuvent bien sûr continuer sans souci leur visite chez leur gynécologue entre les 2 ans si elles souhaitent venir faire leur tour tous les 2 ans. Elles peuvent bien évidemment continuer leur visite garder leurs habitudes chez leur gynécologue, absolument. Venir au centre de la ménopause pour se sentir leur matinée globale avec le dépistage du sein. Tout est mis maintenant en plus avec le réseau de santé wallon, tout est communiqué très facilement à tout le corps médical. Finalement, c'est très très bien. Dommage au final de s'en priver. Voilà. On espère. Ça a l'air et je crois que les patientes sont contentes qu'on puisse leur permettre on essaie de faire le mieux qu'on peut, de toute façon. Alors, ça va être le mot de la fin. Ce que j'ai envie de vous demander, c'est, d'après tout ce qu'on a dit, en conclusion, finalement, c'est une période qui peut s'avérer compliquée, qui a été tabou dans les discussions. Tabou. Mais voilà, au final, il faut pouvoir en parler parce qu'il y a des solutions. Vous confirmez toutes les deux, Elisabeth? Tout à fait, il y a des solutions. Et moi, je pense que la ménopause est une autre partie de sa vie, la partie après la ménopause, et on peut rester tout à fait jeune dans sa tête et jeune également dans son corps, et avoir toujours une activité sexuelle, de rester briser un peu les tabous. Il faut tout à fait briser les tabous. Il y a peut-être aussi plus de sérénité qui s'installe avec l'âge et vivre ces années-là. Et vivre en étant très heureux et très joyeux. On est d'accord. Voilà, je pense que tu as tout à fait clôturé. Oui, je suis gynécologue et vous voyez beaucoup de femmes qui vivent cette ménopause, qui sont épanouies. Oui, complètement. Donc, je pense qu'on essaie de dédramatiser la situation et d'accompagner, d'aider, qu'elles soient le mieux en forme dans leur vie, qui en fait continue. C'est pas un jour au lendemain. En fait, en gros, leur vie continue totalement normalement et on essaie de... C'est plus du tout comme il y a 100 ans, plus du tout, je veux dire. Voilà, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à ces questions. Merci d'avoir été sur notre plateau pour ces différents Merci à vous. Merci à vous. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. Merci pour vos questions. On se retrouve dans 2 semaines, lundi, dans 2 semaines. Et d'ici là, évidemment, prenez soin de vous.